Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour revenir sur la 22e épreuve du championnat du monde de Formule 1 2025, le Grand Prix de Las Vegas avec la victoire de Max Verstappen, mais surtout un rebondissement dont on n'aurait même pas osé rêver. Le zéro pointé des pilotes McLaren après la disqualification des deux autos pour une usure excessive de la planche qui est sous la voiture. Stéphane, est-ce que tu es déjà reparti de Las Vegas avec absolument rien dans les poches? Non, puisque je n'y suis jamais allé. Eh ben, tu peux demander à Zach Brown ce que ça fait, il pourra t'expliquer. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé du côté de Las Vegas. On va parler des conséquences et se demander, dans un deuxième temps, si Max Verstappen peut encore inverser la tendance, aller au bout et gagner ce titre. On se projettera aussi sur le Grand Prix du Qatar qui arrive dès ce week-end avec un sprint et une règle qui a surgi ces derniers jours. Le Grand Prix sera marqué par 2 arrêts au stand obligatoires. Est-ce que c'est une bonne idée? On en parlera ensemble et on en parlera notamment avec un triple champion du monde, tout nouveau auréolé, Yann Erlaché, qui a remporté cette 3e couronne en TCR, en touring car, en voiture de tourisme du côté de Macao, donc loin. Et il est revenu et il passe par chez nous. Bon, il est un petit peu de la maison, puisque Yann commente avec nous la Formule 1. Bravo Yann, merci d'être avec nous, on est ravis. Merci beaucoup, bonjour à vous messieurs, bonjour à tous. Alors tu vois, et on a une vraie connexion, parce que Las Vegas, Macao, des endroits où on joue beaucoup, et où on peut perdre son slip, bah finalement lui, tu as vu, il est revenu avec un 3e titre. J'ai pas vérifié, t'as bien ton slip? J'ai bien mon slip, j'ai failli le perdre quelques fois mon slip à Macao. Ouais. Ce qui s'est passé à Macao. Reste à Macao. Bon, alors ça va. On va commencer avec toi, Yann. Alors, la convention, normalement, c'est qu'on se vous voit. Là, je vais même pas essayer. Comme je vous l'ai dit, Yann, c'est quelqu'un de la maison. Donc, c'est pas la peine que j'essaye de faire semblant. Vous me pardonnerez. On va se dire tu. Hein. Bien sûr, ça va bien. Yann, moi j'aimerais bien savoir, donc tu as gagné ce titre à Macao, course en ville, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, allez chercher sur tous les moteurs de recherche les courses à Macao, c'est absolument monstrueux. Funambule, oui, c'est ça. Directement sur Macao. Et alors, tu es arrivé à Macao dans une configuration un petit peu particulière parce qu'il n'y avait plus que 2 pilotes qui pouvaient être titrés, toi-même et ton coéquipier, Ted Bjork. Aucun autre pilote d'une autre équipe pouvait être titré. Est-ce que les patrons vous ont dit allez-y, c'est free fight, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou est-ce que fallait quand même faire un petit peu attention? Non, alors après, disons que pour la marque, l'important en fait, c'était de sécuriser le titre team et le titre pilote. Ce qu'ils avaient fait, donc eux, ils avaient fait leur part du travail. Ils nous ont dit bon, maintenant les gars, c'est votre problème. Juste faites un truc clean. On veut pas une boucherie pour l'image, mais on était libre de faire ce qu'on avait envie. On avait une règle en qualif pour les aspirations, parce qu'au final, on avait quand même envie d'essayer de gagner Macao, que ce soit lui comme moi, et pour Lynk & Co et Sayan. Mais après, en course, on nous a dit les gars, vous faites ce que vous voulez, il n'y a même pas besoin de faire attention entre vous. Juste cassez pas les voitures parce que pour l'image c'est pas bon, mais on était absolument libre et c'est la première fois que ça m'arrive d'être libre avec un équipier depuis 2019. Donc non, ça fait plaisir, c'était une bonne opportunité. Le fait de se battre avec un équipier, au final, c'est pas plus mal parce qu'au moins on sait qu'on a déjà le même matériel. C'est pas quand tu te bats avec une Honda ou une Hyundai, il y a des histoires de BOP, de machin. Là, tu sais que voilà, tu te bats à armes égales, donc pour nous c'était parfait pour finir le championnat. Donc 2020, 2021 et 2025 pour les 3 titres. Moi, j'aime bien ce championnat. Alors, on l'avait pendant longtemps. J'ai commenté tes deux premiers titres en direct. C'était un petit peu particulier. J'aime bien ce championnat parce que il est vraiment mondial. Vous êtes allé au Mexique. Il y a eu 2 ou 3 épreuves en Europe. Vous êtes allé en Australie, en Corée, en Chine. Enfin, ça, là, tu as gagné des miles. Ah, là, c'est nickel. C'est plutôt pas mal. Non, on bouge beaucoup, on fait beaucoup de continents. Les voitures, le matériel ils partent de l'usine en avril, enfin même avant ça, ils partent début mars. Et les voitures, elles vont revenir fin janvier au final à l'atelier. Donc au final, on bouge beaucoup. C'est assez éprouvant pour les équipes parce qu'il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de moments où il faut tout réviser les autos, reconstruire les voitures, mais sur les circuits, quand tu es à Macao, l'humidité, la chaleur, etc.
Donc non, c'est vraiment un championnat mondial. Mes 2 premières années, en 20 et 21, quand je gagne, c'était 2 années Covid. Donc c'était un peu particulier. On a fait un petit peu moins d'overseas. On est resté surtout en Europe. On a fait une course en Russie en 21. Donc là, c'est la première fois que je gagne le championnat. À Macao, c'est un peu la mecque du touring car là-bas quand même. Donc pour nous, c'est un peu notre Monaco à nous, même si c'est bien plus dangereux. Non, pour moi, c'est assez emblématique. J'ai vu Yvan rouler à Macao. Je devais me lever à 4h du mat pour regarder les courses. Donc là, c'était cool d'être de l'autre côté. Je devais me lever à 4h du mat pour les commenter. Et j'étais dans le même bateau. Et là j'étais là-bas. Donc non, c'était génial. C'était génial. Moi, alors, il y a aussi un autre point qui est assez particulier au championnat TCR, c'est aussi le fait que, donc, il y a une BOP, hein, quand vous gagnez des courses, on met des lestes dans la voiture jusqu'à combien, 30 ou 40 kilos? Alors, ça, c'est en plus de la BOP. Il y a la BOP initiale, comme on a dans les championnats GT, etc. Et après, nous, on a aussi le compensation weight, comme ils appellent ça, c'est-à-dire qu'ils prennent les 5 premiers du week-end de course, et pour le week-end suivant, le premier, il prend 40 kilos, 30, 20, 20, 10. Et donc, quand on a 40 kilos dans la voiture, en fait, il y a des pilotes invités. Quand on arrive en Australie, il y a des pilotes australiens qui sont là, qui eux sont pas lestés. Faut se battre avec 50 kilos de plus dans la voiture, enfin un passager quoi. Alors dans l'absolu, ces mecs-là qui viennent et qui font des courses par course, bon, c'est souvent des très bons pilotes. Le gars en question, c'était Will Brown, il a gagné le V8 Supercar, donc le mec c'est super pilote. Incroyable. Pas un mec qui vient et il connaît le touring car, il connaît les contacts et tout ça. Après, donc ces mecs-là, ils se battent pas pour le championnat. Donc dans l'absolu, c'est pas des menaces pour le championnat, mais c'est des menaces parce qu'ils ont rien à perdre et ils s'intercalent un peu entre toi et tes concurrents. Et nous, on dit en général en touring car, on dit que 10 kilos, ça équivaut à un bon dixième de seconde. Oui. Donc quand tu prends 40 kilos, t'es pas loin d'une demi-seconde au tour, plus l'usure des pneus, etc. Donc c'est quand même un peu pénalisant. Et cette année, on a fait depuis le Mexique, au Mexique, j'ai pris 20 kilos après le Mexique, et sinon on a fait 30-40 jusqu'à la fin de saison. Mais après à un moment, tu es obligé. Si tu veux mettre des points, il faut prendre du poids. Donc c'est comme ça. Stéphane, on a lu une news concernant l'avenir de Yann. Et on se posait la question de savoir si c'était vrai. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a lu à peu près C'était ta dernière saison avec Likenko et que tu allais vers d'autres horizons, l'endurance, LMP2. Est-ce que c'est vrai ou quelle est la part de vrai dans tout ça? Et est-ce que Le Mans, en bout de lui, il y va. Ça t'intéresse? Direct, là. Ah ouais, on y va. Non, alors, il y a une part de vrai, mais ça a été un petit peu transformé, dans le sens où on nous a dit, voilà, effectivement, on a fait 7 ans. Moi, j'ai fait 7 ans avec Lynk & Co. À Macao, on a fait notre dernière course avec la Lynk & Co TCR, comme elle était là. Donc on nous a dit, les gars, s'il vous plaît, vous faites, le gars du PR, il nous a dit, vous faites un post, vous dites que c'était la dernière course. Press Relation, autrement dit l'attaché de presse. Voilà, je traduis. La personne du média chez nous nous a dit, bon, vous faites un post pour dire que c'était la dernière course à Macao avec la Lynk & Co. Donc moi j'ai fait ça, j'ai fait un résumé de toute ma carrière, parce qu'au final mes 3 titres, je les ai eus avec eux. Donc c'est quand même la plus grosse partie de ma carrière, je l'ai fait chez eux. Et toute ma carrière pro, mon premier contrat pro, je l'ai signé chez eux. Mais c'était pas pour dire que je me séparais forcément de Sayan ou quoi, c'était juste pour mettre c'est la fin de l'histoire avec Lynk & Co. Lynk & Co fait partie de la maison Geely, qui est le constructeur, comme Stellantis qui a DS et Citroën. Et l'année prochaine, Sayan en tout cas est contracté pour faire rouler les Geely en touring car mondial. Et non plus les Lynk & Co. Et à la place des Lynk & Co. Ouais. Moi, je sais pas si je serais dans une de ces voitures. Enfin, peut-être je sais, peut-être je sais pas. Mais je peux pas le dire. Mais en tout cas, la seule certitude, c'est que Sayan va faire rouler ses autos en mondial. Donc, ça serait dommage de laisser partir le champion du monde. Je sais pas. Et dit ça avec un petit sourire. Donc voilà. Qui a du mal à cacher. Mais j'ai lu effectivement des choses comme quoi Lynk & Co serait intéressé d'aller en hypercar, et comme de par hasard, c'est tombé pile au moment où ils ont annoncé que j'allais faire l'Asian Le Mans Series en P2 cet hiver. Ce qui est vrai, tu vas aller faire Sepang. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Donc c'est tombé un peu en même temps, donc je comprends qu'il y a un peu des interrogations à ce niveau-là. Cependant, Lynk & Co n'a pas prévu de faire d'hypercar. Enfin, pas que je sache en tout cas. J'en reviens juste à ce mot que j'ai entendu entre vous deux, une discipline de spécialiste. Et on ne se rend pas compte à quel point le touring car, c'est, j'allais dire, passez mon expression, un truc de barbare. Franchement, c'est les spécialistes des spécialistes, et puis en plus, c'est musclé. Hein, on joue pour c'est l'équivalent du MMA en sport mécanique. Quand je dis une épreuve de spécialiste, moi je me souviens que Schumacher avait été curieux au point de vouloir tester l'Alfa Romeo de touring car de Gabriele Tarquini. Ah oui.
à Imola, Ah. sur une séance d'essai, vous me préparez la voiture, j'arrive, et puis les ingénieurs de course, enfin tout. Et à l'arrivée, ils n'avaient pas approché les chronos de Tarquini à moins d'une seconde. Ça veut dire quand même que on est dans une catégorie hyper spécialisée où en tous les cas, il faut comprendre la façon dont fonctionne la voiture, et c'est pas donné à tout le monde, et ça on le perçoit pas assez quand on parle de touring car. Qu'est-ce qui fait que on devient un super pilote de touring car? Je pense qu'il y a plusieurs choses, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui ont de renommée qui ont essayé le touring car, et ça met un peu de temps avant de pouvoir s'y faire. Déjà, la première différence par rapport à la plupart des voitures de course aujourd'hui, c'est des tractions avant. Donc ça déjà, c'est un facteur qui est pas anodin. Ensuite, c'est du pur sprint, 100% sprint. Et les formats pur sprint comme cela, dans des championnats internationaux et mondiaux, il y en a très peu au final, des courses aussi courtes. C'est des courses à contact. Aujourd'hui, un championnat mondial, il y a très peu de championnats mondiaux au final où on autorise un peu les contacts, où il faut pousser, où il faut savoir plonger, etc. C'est un peu souvent des dépassements, soit un peu DRS. Si c'est sur Piastri, tu as le droit. Je me prononce pas. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très particulier, et même en termes de setup au final. Moi qui roule un peu des fois en proto ou en GT, il y a des choses qu'on fait pour avoir un résultat sur la balance de la voiture qui est complètement incohérent par rapport à ce qu'on ferait avec une propulsion. Donc pour un pilote qui monte dedans et qui a ses repères, qui dit ok, j'ai la voiture qui sous-vire un peu, donc je manque de grip à l'avant, je ferai ça. Sur une touring car, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses. Que ce soit pour le différentiel, on roule avec des précharges de différentiel qui sont bien différentes d'une GT ou d'un proto. Et ça c'est le truc qui choque le plus la plupart des pilotes, c'est quand on leur dit avec le montant d'ouverture qu'on a sur les roues arrière. Donc l'ouverture, on a les roues arrière, au lieu d'être parallèle en fait à la voiture, on roule avec une ouverture que plutôt sur un proto, on serait tendance à rouler avec 1 mm de pince. Nous, on roule plus avec des valeurs autour de 4, 5, 6, 7 mm d'ouverture par roue. Ce qui est, et ça, c'est quelque chose que... Parce que tout le monde dit souvent, les tractions avant, ça sous-vire. Moi, les tractions avant, c'est les voitures qui survirent le plus parce qu'on demande tellement aux pneus avant, en fait, on leur demande de tourner et de motricer. Alors qu'une propulsion, au final, il y a une partie qui motrice, une partie qui tourne. Donc, on split un peu la charge sur les pneus. Et nous, pour justement tourner en évitant de taper trop dans les pneus, on essaye de faire tourner la voiture entière sans tourner le volant. Et c'est pour ça que c'est quelque chose que les mecs qui font beaucoup de proto et tout, ils n'ont pas trop l'habitude. Nous, on est obligé de laisser les voitures vivre. Elle doit prendre un peu de l'angle. Il faut qu'elle pivote sur elle-même. Et c'est des choses qui sont complètement différentes. Après, la partie contact et tout, c'est encore autre chose. Ça, c'est un état barbare. d'esprit quand même aussi. Enfin, barbare, quand je disais, c'est un truc d'hyper spécialiste. Vraiment, là, on est sur du hardcore, quoi, sur du pilotage, vraiment. Et voilà, il y a des grands noms qui sont mis et qui se sont dit, bon, c'est pas pour moi. C'est une discipline où le let them race, autrement dit, laissez-les faire la course, là, a le droit de citer. Exactement. Et puis on s'explique après, ça arrive qu'il y ait des explications. Je veux pas d'histoire. Évidemment, ça a dû arriver, mais on se met au point après quand il y a eu des contacts un petit peu plus que la normale. Comment ça se passe? Alors, ça pourrait être sympa. Cependant, il y a un truc un peu chiant qui nous fait être un tout petit peu plus sage. C'est le fait de pouvoir perdre sa licence. Donc ça nous restreint quand même beaucoup sur tout ce qu'on peut faire. Et c'est pas plus mal au final qu'on puisse pas se mettre sur la gueule. Non, je parlais pas de bagarre, mais est-ce qu'on va se parler parfois avec les adversaires après les courses en disant attends. Mais après, le truc c'est qu'on est tellement habitué et aujourd'hui les règles elles sont quand même très très bien faites et relativement homogènes pour que les pénalités soient très faires et équitables. Que maintenant s'il y a un mec qui vient, il te met une boîte et qu'il passe, c'est vu et revu. Et normalement, c'est jugé de la bonne manière. Donc, en général, s'il y a contact, c'est qu'on a laissé une porte ouverte et qu'on n'aurait pas dû la laisser. Donc, on ne peut pas trop s'en plaindre. C'est sûr qu'on a tous l'habitude que s'il y a un trou de souris, le gars, il va plonger. Donc, on s'en méfie. Voilà. Et après, on ne s'en plaint pas. Si on a laissé un bout de porte ouverte, tant pis pour nous, on ne le fera pas la prochaine fois. Alors, Yann, en plus de tes fonctions chez Likenco et en TCR, tu es au développement et au simulateur chez DS en Formule E. Stellantis, oui, pardon, oui, Stellantis. Mais tu fais bien de me reprendre. Là, la saison va débuter début décembre. C'est toi qui commenteras avec mon camarade Fabien Gérard pour Sao Paulo. On a vu aussi des images de la Gen 4 qui sont sorties. Alors,
côté style, ça arrache, mais alors côté performance, c'est bluffant aussi. L'équivalent, on est à 800 chevaux, l'équivalent du 800 chevaux. En qualif, ouais. Enfin, Non, ça. ça va être assez incroyable. Alors, les 800 chevaux, c'est une chose, mais le fait qu'elles soient 4 roues motrices, ça, c'est une des plus grosses prouesses, on va dire, techniques et sur lesquelles on va pouvoir se baser pour la performance, parce qu'on va pouvoir faire des shifts de puissance avant-arrière. La voiture, elle sera équipée de 2 kits aéro aussi, un kit low downforce, un kit high downforce, en fonction des circuits et aussi en fonction de la qualif et de la course. Il y aura différents modes de puissance, comme c'est déjà un peu le cas, mais ça va dépendre un peu des circuits, ils vont pour la sécurité aussi. Mais en termes de chrono, sur les estimations, ça va être pas trop loin en qualification de chrono d'une Formule 2. Donc là, ça commence. C'est ce qu'on a vu et ça se confirme. Et ouais. Et ça commence à être. Et techniquement, ça va être des diffs pilotés. Il y aura un diff piloté avant, un diff piloté arrière. Donc là, quand un ingénieur il a un diff piloté sur des moteurs électriques avec une répartition avant-arrière, ça ouvre le champ des possibles presque à l'infini. Et même pour un pilote, en termes de balance de voiture, on peut presque tout demander tout ce que tu veux. Ouais. Et ça c'est juste incroyable. Je voulais aussi signaler, donc toi, tu as été titré à Macao. On a quand même 2 jeunes Français qui se sont illustrés à Macao et en monoplace. Tu disais c'est la Mecque du touring car. En monoplace, les rencontres de fin de saison, on se souvient de la grande époque des Grands Prix de Formule 3 à Macao. On a Jules Roussel qui a gagné en Formule 4 et on a en Freca, qui est l'équivalent de la F3, Théophile Naël qui ont gagné. Tu les connais, les deux Alors, petits Théophile, je jeunes? le connais, je m'entraîne avec lui chez 321 Perform avec lui depuis une année. Il a fait 2 dépassements dans le dernier tour. Franchement, c'était incroyable. magnifique. Et c'est une course compliquée. Le problème de Macao, c'est que de par le circuit, il y a souvent des drapeaux rouges. Donc la course, elle est souvent interrompue, soit drapeau rouge, soit safety car. Donc ça interrompt la course, il y a une relance. Donc le mec qui est premier, il doit de nouveau survivre à la SPI. Et là, c'était son moment. Et juste, il y a Mandarin qui passe relativement facilement à fond pour eux. Il était à l'aspi, les 2 premiers, ils ont essayé de se battre et lui, il est venu avec plus de vitesse. Il est passé à l'extérieur, il a fait tout le frein à l'extérieur, il les a doublés au bon moment. Il y a eu de nouveau un safety car après, mais il fallait être en tête à ce moment-là et il a géré le truc. Donc franchement, c'est beau. Il a été perfo tout le week-end, parce que j'ai suivi tout le week-end. Il a fait son premier Macao l'année dernière, j'y étais aussi. Et il était déjà perfo et franchement, c'est très mérité. Il y avait Evan Gilter aussi. Qui était là, qui a été vite tout le week-end, qui échoue juste au pied du podium aussi, mais la France, elle était plutôt bien représentée. Ouais, on était pas mal. Hein. La F4, j'ai suivi un peu le début de la course, parce que nous, on avait notre course juste après, donc j'ai pas pu tout voir. Mais au final, il y a eu la Marseillaise, on l'a entendu 2-3 fois. Ouais. Voilà, Jules Roussel en F4 et Théophile Naël on l'espère. en Freca. On retient ces noms. Bien on se dit sûr. que si ça se trouve, d'ici quelques années, on en parlera dans les fous du volant en F1. On va voir ça. On se posait la question en préparant avec Stéphane. On a 14 000 questions à te poser, hein, Yann. On a vu la qualif du Grand Prix de Las Vegas sur le mouillé. C'était même pire que mouillé, c'était séchant. On avait l'impression qu'ils étaient sur du verglas. Toi, ton regard de connaisseur, là, tu t'en déduis la même chose? Ils étaient vraiment en mode survie? Ouais, c'est mode survie. Et c'est encore une fois des circuits comme Las Vegas, des circuits en ville. Le grip est assez difficile à prédire, surtout pour eux. Donc, tu peux pas faire comme on le fait souvent en tant que pilote, on prend sur des circuits, même certains circuits en ville, pour chercher la limite, on va un peu au-delà et ensuite on revient un cran en dessous. Parce que c'est beaucoup plus rapide de la trouver comme ça que si tu fais step by step pour y arriver. Mais quand c'est des conditions comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur et l'erreur, tu la payes cash. Donc tu es obligé de la prendre par en dessous. Et c'est pour ça qu'on a vu une évolution aussi en termes de chrono. Alors c'était la piste, mais c'est aussi les pilotes qui se faisaient à l'adhérence et à la piste. Mais moi, en regardant la qualif, franchement, je trouve spectaculaire qu'il n'y ait pas eu plus d'incidents qu'il y en ait eu pendant la qualif. Il n'y a eu que Albon, en fait, qui a tapé. Oui, il y a eu Biermann qui a eu un petit blocage et qui va se jouer dans les pneus. Voilà. Mais ce qui était le plus surprenant, c'est le manque de visibilité, quand même, les projections d'eau. Et on se demande à ce moment-là quels sont les repères utilisés par les pilotes, sachant que l'environnement immédiat, c'est des publicités. Il y en a déjà des fois qui sont en contraste avec tout l'environnement en piste qui sont clairs, et il y en a d'autres qui sont foncés. On se dit, mais est-ce qu'à un moment, le pilote sait exactement où il est par rapport à la piste? Parce que
à ce niveau-là, mais se tromper de 50 cm, c'est se garantir d'aller dans le mur. Complètement. Et alors On le regarde problème, le grillage, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on a des points lumineux? Qu'est-ce qu'on a comme repère? Franchement. c'est délicat parce que à ces vitesses-là, surtout quand on arrive sur des gros freinages à haute vitesse, les repères visuels, le problème c'est que si on en prend un et on se dit bah, dès que je le vois, je freine, on a le risque de le rater quand même. Hein. Et après d'être complètement perdu si on se focalise que là-dessus. Alors en qualif, ils ont le choix. C'est quand même à eux aussi de créer des gaps importants pour éviter de se retrouver dans des circonstances où ils ont un manque de visibilité. Mais ça a été le cas. J'ai vu plusieurs gars qui étaient gênés par ça. Après là, c'est un peu de la mémoire musculaire aussi, où les mecs, ils ont fait tellement de simulateurs qu'ils savent exactement où ils sont juste par le régime, par la vitesse et par la distance qu'ils ont déjà parcourue dans la ligne droite. Mais c'est clairement un sujet, surtout avec des voitures avec autant d'aéro, le spray, il est juste énorme. Donc là, c'est compliqué et il n'y a pas vraiment de solution pour ça. On essaye de faire comme on peut, parce que même le feu de pluie, la lumière que produit la voiture de devant, on ne peut pas le voir, le spray est beaucoup trop intense. Donc on fait un peu comme on peut. Là, c'est plutôt de la survie qu'autre chose. Ouais. On va s'intéresser donc au cas McLaren et ce very bad trip du côté de Las Vegas. Je resitue un peu l'histoire. À l'arrivée du Grand Prix, Max Verstappen s'impose devant Lando Norris, deuxième, donc George Russell, troisième, et Oscar Piastri, quatrième. Mais après plusieurs heures de vérification, les deux McLaren ont finalement été disqualifiés pour usure excessive de la planche. Et ce sont les deux seules autos prises en défaut, sachant que les 10 voitures du top 10 ont été contrôlées sur ce point-là. Alors il faut que, en gros, le règlement, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une planche en composite sous les Formule 1 qui fait 10 mm. Et à l'arrivée du Grand Prix, il faut qu'elle fasse au minimum 9 mm. Donc on a le droit à une certaine usure, mais il ne faut pas dépasser les 9 mm. Hein. C'est l'article 3.5.9 alinéa E. L'épaisseur de la planche mesurée perpendiculairement à la surface inférieure doit être de 10 mm, plus ou moins 2 mm, et uniforme à l'état neuf. Une épaisseur minimale de 9 mm sera acceptée en raison de l'usure et la conformité à cette disposition sera vérifiée en périphérie des trous prévus à cet effet. Ça, c'est le règlement qui dit ça. Donc, il y a eu vérification. Et là, le communiqué a donné les valeurs. Hein. Par exemple, pour Lando Norris, on a vu, à l'avant droit du patin, c'était 8,88 mm au lieu de 9. Donc on est à 0,12 mm d'écart. 8,93 pour l'arrière droit, toujours pour Lando Norris. Pour Oscar Piastri, 8,96, 8,74, 8,90. Enfin, ça se joue vraiment à 3 fois rien. Sachant que, vous aurez noté, hein, on donne les chiffres, 2 chiffres après la virgule. Quand Lewis Hamilton avait été disqualifié en Chine, donc au mois de mars, on donnait les chiffres, un seul chiffre derrière la virgule. En fait, la FIA s'est équipée depuis le mois de mai d'un nouvel outil qui s'appelle un micromètre Mitutoyo et qui mesure au millième de millimètre. C'est-à-dire qu'ils ont encore un chiffre en mesure, en réserve après. C'est quand même assez impressionnant, mais t'imagines, 0,12 mm était disqualifié du Grand Prix. Ouais, alors après, je me rappelle quand Hamilton s'est fait disqualifier, c'était à peu près 20 minutes après le technique. Là, cette fois-ci, ça leur a pris un peu plus de 2 heures. Ouais, c'était très long. C'est que, alors, soit ce nouveau système de mesure, il met plus de temps, soit c'était très litigieux comme process. Je pense que ça a argumenté. Je pense que là, parce qu'on s'en rend pas compte, mais derrière une équipe défend, parce que ça, c'est des cas, on défend des cas comme ça, comme on défendrait ça au tribunal. Oui. Donc c'est des cas où il y a des avocats en jeu, ouais. Ça va, le règlement, s'il n'y a pas de vice de procédure dans la vérification aussi, donc là, ça va loin. C'est bien plus qu'une vérification technique standard. Là, c'est une vraie procédure du tribunal presque. Après, c'était un peu, il y avait des indices pendant la course, hein, parce qu'il y a un moment, les planches, ça touche, on en le voit beaucoup, surtout au début de course, que ça talonne, parce que voilà, les voitures, elles ont le plein. Carburant, ouais. Et les planches sont neuves, on met des planches neuves au début de course, donc elles ne sont pas encore usées, donc le temps qu'on les fasse un peu. Par contre, en fin de Grand Prix, les 4 derniers tours, on voyait encore autant d'étincelles, donc là, il y a un moment où on pouvait se dire que... Et quand on voyait, il y avait
que les McLaren en fin de Grand Prix qui faisaient encore des étincelles. Donc il y avait un petit indice sur le fait. Et alors si nous on le voit à la télé, il n'y a aucun doute sur le fait que les gars de Red Bull, ils étaient là au contrôle technique pour vérifier que la mesure était bien prise. Même mieux que ça, c'est que quand Lambiase prévient Verstappen que Norris a baissé de rythme parce qu'il gère une sorte de problème, c'est qu'ils savent, je pense qu'ils ont espionné les radios de McLaren, et ils savent qu'il y a un souci et qu'on leur a demandé. De toute façon, ils ont ralenti jusqu'à 40 km/h en ligne droite sur certaines portions où il y a des bosses qui attaquaient le plancher. Alors, la version officielle, c'était carburant. Oui, c'était économie de carburant. C'est ce qu'on disait à la radio entre Norris et son ingénieur. Alors, il y a eu quand même, Norris a moins mal géré la situation que Piastri, parce que vous noterez que les virages qui sont en cause, c'est le 5, le 11 et le 17 des rapides à droite, à gauche, pardon, et Norris a entamé vraiment sa planche à droite, et Piastri a entamé aussi ses patins à gauche, c'est-à-dire, et ils sont beaucoup plus usés. Et donc, Piastri a beaucoup plus cravaché que Norris pour en arriver là. Je ne sais pas si d'ailleurs, si Norris avait mené la course, s'il aurait pu gérer un petit peu plus et aller un peu moins dans le rouge. Mais il avait dit, après la première journée, bonne sensation sur la voiture, bonne sensation dès le premier tour. La seule chose, c'est qu'on manque de data sur des relais longs. Et c'est ce que McLaren a invoqué ensuite comme raison. Le manque de data en termes de projection avec le plein essence pour calculer, anticiper l'usure. Tout à fait, anticiper l'usure, mais tout le monde était logé à la même enseigne. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça, McLaren est allé un peu plus loin dans le risque pour aller chercher de la perfo, donc de toute façon c'est de leur faute. On comprend là où ils se sont trompés, mais d'autres ne s'y sont pas trompés. Ah oui, non mais clairement. Après, alors il y a plusieurs éléments. D'abord, sur le fait que chez Red Bull, on savait, en fait, des retours que j'ai, beaucoup d'équipes ont compris qu'il se passait quelque chose chez McLaren, parce que quand on a dit à Lando Norris les virages dans lesquels il devait ralentir, évidemment, le lambda, moi j'avoue que devant ma télé, la tronche comme ça à 5h30 du matin, on me dit il économise du carburant dans les virages machin. Voilà. Ok, il économise du carburant. Sauf que ce qu'on m'a dit, moi, c'est que les gens sur place et les ingénieurs, eux, ils ne se trompent pas. Si tu dois économiser du carburant, tu ralentis pas dans ce virage numéro 17, tu ralentis pas dans le 11, tu ralentis pas dans le 5. Donc eux, en fait, les ingénieurs, et tu peux nous le confirmer, ils ont tout de suite compris non seulement que c'était pas du carburant, mais ils savaient tout de suite que c'était la planche. Bien sûr. Alors souvent, ils peuvent demander aussi des fois d'éviter dans certains virages de faire attention, parce que l'usure de planche, elle est souvent prématurée à cause des vibreurs. Oui. Quand on passe à cheval sur un vibreur et que les voitures, du coup, elles touchent le sol, elles bottom, c'est souvent ça qui use la planche de façon prématurée. Mais là, à Las Vegas, c'était pas le cas. C'est juste le fait que la voiture, avec une certaine vitesse, avec la charge aéro, elle vient bottomer sur les bosses qui sont sur la piste. Et donc en réduisant un peu la vitesse, ils arrivent à remonter légèrement la voiture. Et après, ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est que les conditions à Las Vegas étaient très particulières. Encore une fois, elles étaient les mêmes pour tout le monde. Oui. Et c'est les deux seules voitures qui se sont fait piéger. Dans le top 10, toutes les voitures ont été testées sur ce point-là. C'était les deux seules à être sorties de la norme. Mais les conditions météo de la première journée très compliquées, la qualif sur le mouillé, on n'a pas pu faire de long run. Donc en fait, toutes les équipes ont... Et ce circuit de Las Vegas, c'était seulement la 3e fois qu'on y allait. On n'a pas des tonnes de data comme on peut avoir à Barcelone. Mais... donc il a fallu faire une estimation et ils se sont fait piéger. Autre point aussi qui a changé, après la course sprint au Brésil, la FIA avait été quand même alertée sur le fait que vraiment les F1 faisaient beaucoup d'étincelles. Et il y a des sortes de patins qui maintiennent les planches en composite, et ces patins sont en titane. C'est les patins qui font les étincelles, c'est pas la planche. Et certaines équipes, en fait, c'est ce qui est remonté à la FIA. Certaines équipes, en fait, ont fait des patins en titane qui, en frottant, se dilatent un peu, et elles sont programmées, ça c'est les ingénieurs qui savent faire ça, elles sont programmées pour se dilater dans un sens, vers le bas. Donc comme ça, on protège encore plus la planche. Donc là, après la course sprint au Brésil, la FIA a dit hop, attention, on va tester tout ça, arrêtez de jouer avec cette zone grise. C'était pas de la tricherie, c'était juste une zone grise. On veut des patins qui bougent plus. Alors, quelle équipe utilisait plus ou moins, ça on va pas dire que c'est McLaren, on n'a pas l'info et je me permettrai pas de dire ça. Mais conséquence,
Le Grand Prix d'après, boum, double disqualification des McLaren. D'où peut-être l'intérêt aussi d'attendre que ces patins soient revenus dans leur forme Ah oui, naturelle. en fait, Donc, l'idée, c'est que le patin, quand il frotte, il se dilate, et après, tu rentres au chauffe, stand, ouais. il se Bien, quoi. refroidit, et il revient à sa dimension légale. Le truc, c'est que après en F1, quand il y en a un qui a une idée comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de voitures sur le paddock qui utilisaient cette version. Mais McLaren, à un moment, ils ont deux voitures quand même. Ils ont deux voitures. Si tu as un doute parce que tes runs de course n'ont pas été assez longs pendant les essais, tu as quand même deux voitures. Ouais. Donc à un moment, alors peut-être qu'ils ont laissé le choix au pilote, ils ont dit écoutez, nous on pense qu'il y a un risque, est-ce que vous voulez la version agressive ou la version plus Ouais. sécure? Et après, à la place d'un pilote, tu sais que la version agressive, c'est la performance. La version sécure, tu te dis, ça va aller moins vite, mais, Non, mais- bon. Et les alors- deux jouent le titre. Hein. À la décharge quand même de McLaren, il y a Stella qui a dit une chose importante, ils ont été surpris par des mouvements de marsouinage. On le voit aussi à Bakou, on dit tiens mais c'est le retour du marsouinage, ça c'est un effet aéro, d'effet Venturi Oui, sur la voiture. qui avait quasiment disparu et qui avait disparu, qui est revenu. et par moments ça reprend, on ne sait pas pourquoi, et le bitume n'était pas en cause, il n'est pas abrasif, il est assez lisse, il n'est pas agressif, sauf que il a certaines bosses que les pilotes ont peut-être négligées. Alors est-ce ils sont passés par erreur à chaque fois sur un même endroit, alors qu'il aurait fallu peut-être se décaler pour sacrifier un peu de perfo, mais au moins être dans les clous à l'arrivée, je ne sais pas, mais ils ont dit contact excessif avec le sol, et ils l'ont vu tout de suite assez vite en course. Donc voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, évidemment, encore une fois, on n'accuse pas McLaren d'avoir triché jusque-là, juste dans leur estimation de l'usure des planches, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. C'est un sujet assez récurrent parce que moi, je me suis dit, on a déjà eu ça, donc tu en parlais pour Lewis Hamilton, Oui, à Shanghai. exactement. On a eu ça donc sur les deux McLaren ici, et je me suis dit surtout, c'est deux McLaren quand même disqualifiés, c'est un événement, et j'ai l'impression que ça n'arrive jamais à Red Bull. J'ai regardé depuis l'entrée de Red Bull en Formule 1, quelles ont été les voitures disqualifiées. les cas de disqualification, tout à fait. Dans quel cas ça s'est présenté, et on a eu plusieurs cas, 3 cas en tout chez Ferrari depuis donc 2005, 3 cas chez Ferrari, 3 cas chez Sauber, 2 chez Barr, chez Haas, donc maintenant chez McLaren, qui n'avait jamais eu un problème de cet ordre-là, à part sur un autre plan, Midland, Mercedes et Renault, et puis une fois pour Alpine, Aston Martin, BMW, Force India, Red Bull, Williams. C'est 14 écuries en tout sur 20 ans. Alors 14, il y en a qui ont changé de nom entre les deux. Hein. Il y a du Sauber, il y a du BMW, il y a du Midland et du Force India, mais on parle de 12 écuries en tout. Et des gens qui savent travailler, qui ne sont pas bêtes. Hein. Donc ça veut dire que quelque part, tu es un petit peu coincé, à un moment ou à un autre. Sauf que sur ces cas-là, on avait des choses assez variées. Des questions de conformité d'aileron, des questions de hauteur de caisse, des questions même. En 2014, Red Bull a essuyé sa seule disqualification sur une question de débit de carburant pour Ricciardo en Australie, pour le premier Grand Prix, parce que les gens ne savaient pas gérer. Il y avait un débit à ne pas dépasser. À ne pas dépasser. Il s'était fait coincer là-dessus. Autrement, Red Bull coincé sur une question d'épaisseur de patin, d'aileron, ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça, mais surtout, ce qui est assez étonnant par rapport à toutes ces causes diverses et variées quand même, c'est que depuis 2023, on n'a que 2 types de problèmes de disqualification technique, patin de plancher et poids. Je vois ça, Mercedes en 2023, Ferrari aussi, patin de plancher. 2024, c'est pour Russell le poids. Sous le poids minimum, il avait gagné. Il avait gagné, il laisse la victoire à Hamilton. Et puis en 2025, alors là, c'est un festival. Shanghai, c'est une Ferrari pour le poids, une autre pour les patins, une Alpine pour le poids, celle de Gasly, et puis Sakir, une Sauber, celle d'Hülkenberg. Toujours pareil, le patin de plancher, et puis Las Vegas. Là, c'est le pompon, les deux McLaren. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui est extrêmement difficile à maîtriser. Quand tu dois arrêter les réglages de ta voiture aussi au début de la qualif, parce que c'est ça finalement que tu dois faire. Après, on est en parc fermé. Hein. Tu es en parc fermé, c'est fini. Donc, il a fallu tout projeter, les températures de piste, comment les voitures vont se comporter, l'usure des pneus, etc., etc. Si tu uses trop tes pneus, la voiture va perdre un tout petit peu en hauteur de caisse, elle perd un tout petit peu, c'est de l'usure. Enfin, et ça, on n'imagine pas, je pense, tout ce qu'il faut
programmée, projetée pour être conforme à l'arrivée d'une course. Et l'usure du patin, elle vient de la hauteur de caisse, parce qu'on essaye d'abaisser au maximum la voiture pour la rendre la plus performante possible, on est d'accord? C'est vrai. C'est vraiment, Alors, c'est la clé du truc? Il y a dans des voitures avec aéro, ou même des voitures sans aéro, dans des voitures de course, il y a deux types de hauteur de caisse. Tu as la hauteur de caisse statique, qui est gérée par, en gros, alors en fonction si c'est des touring cars, c'est par des tours de coupelle sur les amortisseurs, ou des longueurs de biellette, etc. Ça, c'est ta hauteur de caisse statique. Ensuite, par contre, en dynamique, la voiture, elle vit, avec les charges aéro, elle descend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est sur la voiture, elle est sur ses amortisseurs qui sont sur des ressorts et sur les tiges d'amortisseurs. Alors, en F1, ils ont des, même sur les protos, il y a des troisièmes éléments. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est un autre amortisseur qui gère l'assiette de la voiture en dynamique. Et sur ces biellettes d'amortisseurs, on peut rajouter des butées ou des packers. Quand on appelle ça des packers, c'est des petits disques en plastique en fait, des petites entretoises de différentes épaisseurs. Pour pouvoir justement arrêter le travel, donc la course de l'amortisseur. À un moment, on dit voilà, on sait qu'à cette vitesse, on a cette charge aéro sur une bosse, on ne veut pas que l'amortisseur comprime plus que ça, sinon on va toucher le sol. Ouais. Donc la lame avant, elle va toucher ou la voiture va toucher. Donc on rajoute soit des packers, mais qui dit rajouter des packers dit remonter un peu la hauteur de caisse dynamique, donc perdre un peu de performance. Donc c'est tout un dilemme qui est combien on en met et combien on en enlève. Yann, on parle quand on modifie ces réglages, on joue en centimètres ou on joue en millimètres? Non, c'est du millimètre. Après, on a deux types d'options. C'est les packers, donc c'est des petites cales en plastique qui sont différentes à 1 mm, 2 mm, 1,5, 1,25. Et après, tu as aussi des butées, des butées souples qui se compriment de façon plus ou moins dure et plus ou moins avec une raideur différente en fait. Et ça, c'est aussi un truc avec lequel ils jouent. Mais les butées, elles bougent un peu avec la température, elles bougent un peu avec la charge aéro, elles bougent avec plein de choses. Donc, c'est toutes des valeurs qui sont difficiles de figer et de fixer. Alors après, les stats, effectivement, mais alors il y a des noms d'équipes que moi je devais boire le biberon à cette époque-là. Oui, n'insiste pas, s'il te plaît. C'était autre chose, c'était une tricherie, c'était l'histoire du double réservoir. Ah oui, du double réservoir d'essence. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à eux, à cette époque-là, quand ils avaient peut-être un petit peu moins d'outils. Je ne sais pas comment ils faisaient les setups et le nombre de data qu'ils avaient, mais aujourd'hui, ils ont quand même Par Minitel. Ouais, ils s'envoyaient des fax pour. Ils n'avaient pas les bons pieds à colis, ça c'est pas en 99 par exemple, donc ça s'est perfectionné depuis. C'est quoi ce toupet là? La remote à Milton Keynes, ils devaient envoyer des fax et le truc il arrivait le jour d'après la course parce que c'était trop tard. Mais je vois des questions de poids, d'aileron, de début de carburant, beaucoup en 2014 sur la Red Bull, et puis même des températures de pneus. Felipe Massa au Brésil en 2015, des choses comme ça. 2018, c'est une question de fond plat, débit de carburant, consommation d'essence. Bref, on avait tout, mais là on a deux problèmes bien ciblés, et je pense que ça doit créer des maux de tête aux ingénieurs. Et clairement, on l'a vu. Il doit vraiment trembler au départ d'une course. On va parler des conséquences maintenant. Là, on s'est beaucoup attardé sur les raisons, mais j'ai trouvé ça passionnant, honnêtement. Les conséquences, ce petit tableau, par exemple. Donc, si avant la disqualification, Norris était à 408 points, Piastri 378, donc 30 points de retard, Verstappen 370, donc à 42 points de Norris. Avec la disqualification, forcément, les 18 points de la deuxième place de Norris, il saute. Donc, il se retrouve à 390. Piastri, les points de sa quatrième place sautent aussi. Donc, il reste à 366. Et Verstappen arrive à 366. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 42 points de retard, Max Verstappen, il n'a plus que 24 points de retard sur Lando Norris. Il est à égalité avec Oscar Piastri. J'ai envie de dire, alerte rouge, au secours, il y a Max qui est là. 24 points, c'est moins d'un Grand Prix d'écart. Il n'y a plus de joker. Non, il reste 56 points à distribuer. 58 points à distribuer. 58, les 8 points de la course sprint du Qatar, plus les 2 Grands Prix au Qatar et à Abu Dhabi. Là, c'est en ce moment, les gens dans l'usine à Woking chez McLaren, ils doivent courir dans les couloirs. Il y a Max qui arrive. Enfin bon, c'est un truc de fou. Bon, ils ont deux shots quand même. Ils ont quand même encore Piastri qui est là. Il y a Norris. Il faudrait quand même un abandon mathématiquement quand on voit la forme de performance et le fait qu'ils sont quand même au-dessus du lot. On peut pas croire que Norris va finir à la régulière un Grand Prix 6e. Alors certes, il n'y a plus de marge d'erreur. Là, maintenant, ils sont tributaires de leur performance et de leur fiabilité. Alors qu'avant, ils avaient quand même un joker en poche. Ouais. Alors, justement, la question, on va passer au deuxième point de ce qu'on voulait évoquer.
Max Verstappen. On s'était déjà posé la question un petit peu plus tôt cette saison. Je crois qu'il restait une 60aine de points. On se disait, bon, est-ce qu'il peut le faire? À part le fait que c'était Max Verstappen, c'était quand même très compliqué à envisager. 24 points de retard à 2 grands prix de la fin. Oui. Max Verstappen peut-il aller chercher le titre? Il y a un chiffre, c'est toi qui nous l'as amené, on a préparé et il est arrivé, il nous a mis tout de suite d'accord. Ouais, les C'est gars. déjà arrivé. C'est déjà arrivé en 2010 avec Sébastien Vettel. C'est le dernier en date, donc ça fait quand même une quinzaine d'années, qui a gagné le titre à 2 courses de la fin avec un déficit de plus de 24 points. Il avait 25 points de retard sur le leader du championnat à cette époque. Sachant qu'il n'y avait pas la course sprint. Donc là, il y a encore, encore plus de points à marquer, donc encore plus de points à récupérer. Donc c'est déjà arrivé, sachant que si Norris fait deuxième à chaque fois, il est titré. tranquille. Il peut le Si faire, Verstappen Rosberg, gagne tout et que Norris fait deuxième partout, il est titré. Rosberg, a 4 Grands Prix de la fin en 2016. On voit qu'il peut terminer deuxième à chaque fois. Mais il termine deuxième à chaque fois. Ouais. Il empoche le titre, terminé. Je ne sais pas s'ils sont dans cet état d'esprit chez McLaren. Moi, ce qui me gêne simplement, c'est que là, Norris, il a fait 16 pole positions, 8 gâchés au départ. Où il ressort du premier virage, il n'est pas en tête. Et là, c'est quand même assez grossier. On ne l'a pas évoqué, mais ce départ-là, cette façon de prendre le départ, Yann, on se dit, et de louper le freinage ensuite, parce qu'à la rigueur, tu pars comme ça, tu fais ton freinage, bon, on se dit, bon, et il est agressif, mais et il loupe le freinage. Ouais, parce qu'il avait fait le travail, hein. Il avait réussi à mettre sa voiture devant celle de Verstappen, donc à partir de là, le travail est fait, il pouvait freiner, c'était son virage. Hein. Ouais. C'était son virage. Alors c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de trucs à gérer, hein, et il faut y regarder dans ses rétros. Il ne voulait pas non plus freiner juste devant lui au risque de créer un contact. Après on a vu que c'était quand même assez propice au ratage de frein. Le premier On en a virage vu à Las quelques-uns Vegas. qui se sont loupés. Je pense qu'il y avait un peu. Je pense pas qu'il se soit oublié qu'il a freiné trop tard. Je pense que c'est plutôt il attendait un meilleur grip de la part de la voiture et de la piste. Verstappen est juste derrière lui, donc il est quand même en contrôle. Il aurait été à côté, ça l'aurait poussé à freiner à la limite. Et là, c'est là où on ne comprend pas. Et c'est assez grossier comme erreur. Et là, sur le coup, on se dit quand même, s'il est champion du monde, ça ne sera pas un grand champion du monde. Ah non. Moi, c'est ça qui me problème. Mais non. Moi, j'ai un problème avec ce concept, et j'ai un peu la même réaction. Non, c'est que c'est. Le champion du monde, c'est celui qui a le plus de points à la fin. Bien sûr, mais c'est quelqu'un qui doit être solide et qui ne doit pas donner l'impression d'être en première position juste par la qualité de son matériel. On le teste. Et j'imagine que s'il avait fait toute la saison comme Hamilton et Verstappen l'ont fait en 2021 à 10, 12 points d'écart, à toi, à moi, etc., ça serait autre chose. Il a vécu sur son avance. Enfin, il est passé en tête il n'y a pas très longtemps, mais ils avaient énormément d'avance sur Verstappen. Il a quand même pris pas mal de jokers, trop à mon goût. Et on se dit, il y a quelqu'un qui est plus infaillible, qui est meilleur, tout simplement, qui a été 4 fois pilote du jour cette année, c'est-à-dire vraiment le pilote qui impressionne le plus. Et Norris a été qu'une fois et Piastri qu'une seule fois. Et on se dit quand même, Verstappen, c'est un cran au-dessus, quelque part, il est infaillible. Et c'est ce qui gêne un petit peu quand on regarde ce que fait Norris. Une des personnes avec qui je parle beaucoup et qui passe tous les grands prix dans le paddock et sur les grilles et dans les box, il me dit en fait la réaction de tous les pilotes quand ils sont confrontés à Max Verstappen, c'est celle que tu vois dans la nature quand une proie se retrouve face à un prédateur. Max Verstappen, c'est vraiment le super prédateur. C'est-à-dire que tu te retrouves avec lui et d'un seul coup, t'es tétanisé parce que il est incroyable. Je ne suis pas spécialement fan de Max Verstappen, mais tout ce qu'il fait, c'est exactement l'action qu'il faut faire au moment présent. Est-ce que toi, tu as des pilotes comme ça où tu te dis, mais en fait, le gars, il est plus fort, c'est le plus fort? Ouais, alors il y en a dans certaines circonstances. Je sais qu'il y a des gars qui ont des aptitudes particulières. Alors certes, Verstappen, il est très complet. On sait qu'il n'est pas forcément dans la meilleure voiture. Donc ça complique sa situation aussi. Il y a un truc quand même. Alors je suis d'accord avec toi par rapport au fait, le 2021, la bataille qu'ils ont eue, mais en 2021, que ce soit Hamilton comme Verstappen, les deux ont fait un peu des boulettes quand même de temps en temps. Oui, il y a eu Brésil ou Silverstone. N'est pas mis sous pression par Verstappen, ou ne l'a pas été suffisamment régulièrement qu'Hamilton par rapport à... C'était la guerre. Ah, mais là, c'était... Cependant, quand tu es à la place de Norris, parce que j'étais un peu dans une situation pas similaire, mais relativement similaire quand même, tu es en tête du championnat, tu as de l'avance. Tu te dis, est-ce que je vais dans le risque d'être dans mon dernier pourcent
pour gagner des courses ou est-ce que le titre est plus important? Alors que Verstappen, lui, de toute façon, sa saison, dans sa tête, elle est perdue. Ouais, ouais, Alors, un peu moins maintenant parce qu'il est à 24 points. Il n'a plus rien à perdre. Donc, Il a plus rien à perdre. Donc le mec, il roule. Alors, il fait jamais d'erreur. Il est toujours à la limite, il fait jamais d'erreur. Mais il a zéro pression de titre. Zéro. Ça change beaucoup, ça. Alors que quand même, Norris, début d'année, il n'était pas en tête, dominé par son équipier. Il a quand même repris le dessus sur son équipier. Ouais. Ça, c'est pas un détail, Yann. Et c'est pas un facile. détail, hein, avec le même matériel, parce que mine de rien, certes, ils ont la meilleure voiture, mais Hamilton a aussi eu de temps en temps la meilleure voiture. Mais après, quand tu as la meilleure voiture, c'est aussi que tu as travaillé et tu as amené la voiture où elle est. Mais il est dans un état de pression qui n'est pas tout à fait le même quand même que Verstappen. Hein. Je pense qu'il a été moins usé mentalement que Piastri. Piastri qui a dû assumer les 3/4 du championnat, la première place au championnat. Et ça, on l'a vu, il a explosé en plein vol après sa masterclass à Zandvoort, il s'est mis en mode gestion, et puis là, ça commence à dérailler complètement. Et Norris, qui n'était pas complètement dans le jeu, qui était un peu sous les ténoirs, qui est revenu. Il s'est passé quelque chose sur cette McLaren à partir de à peu près Austin. Piastri dit qu'il faut la piloter autrement, et là, il s'en sort moins. Bon. Et là, il reprend le dessus, donc on se dit, c'est bon, il avait commencé l'année par une masterclass à Melbourne. C'était nickel, on se dit, ça y est, il est en mode champion du monde, ça va le faire. Bon, surtout qu'on sentait qu'il avait vraiment une voiture au-dessus, et puis ça fait les montagnes russes, trop je trouve. Il reprend le dessus, et puis là, il nous fait une erreur de débutant. On a l'impression qu'il gère sa première pole position. Bon, après, Norris est là pour en profiter. Ce qui me gêne aussi sur ce départ... Verstappen est là pour en profiter. Pardon. Ce qui me gêne aussi, c'est quand même Lawson, par hasard, qui ne fait pas tellement attention à Piastri. Je me dis, mais moi, j'aimerais franchement qu'on arrête cette ambiguïté. Les places sont chères en Formule 1. On a des grands constructeurs qui veulent rentrer. Et puis, on a d'un côté une écurie comme Haas, c'est Lawson qui va prendre là. Qui fait sous-traiter beaucoup de ses pièces. Donc, c'est une écurie qui est indépendante, mais qui est cliente de Ferrari. Et puis, on a Racing Bulls aussi, qui est l'écurie 2. Et on a vu que ça menait à certaines ententes. En tous les cas, on l'a interprété comme ça. Un meilleur tour de Ricciardo pour priver Hamilton d'un point, etc. C'est pour ça qu'on a arrêté de donner un point au meilleur tour en course. Et là, je me dis quand même, il y a une Racing Bulls, comme par hasard, qui ne fait pas tellement attention à Piastri et qui a été lavé de ce coup de harpon. Moi, ce que je trouve assez normal, pour l'instant, je trouve que ça a été bien géré. On est dans le premier tour, tu l'as dit, charge de carburant, les pneus sont froids. C'est difficile. Bon, l'attaque n'est pas aberrante, mais c'est un peu hardi, voilà. Et ça tombe encore sur Piastri. Mais comme ça avait été bien géré aussi à l'endroit de Piastri, à son encontre, à Sao Paulo, parce qu'on nous dit, ah mais en fait, let's and race, etc. Mais à Sao Paulo, on n'est pas dans le premier tour, on est sur un restart, on est au 6e tour. Donc, cette règle du premier tour ne compte plus, point barre. Donc, il fait une erreur, après, il en assume les conséquences. Mais là, je me dis quand même, on se retrouve un petit peu dans ah bah tiens, comme par hasard, voilà. Et j'aimerais simplement que sur les 2 derniers Grands Prix, on ait quelque chose de clean. Et je remarque que Hadjar, il est absolument nickel. Il est clinique dans son comportement quand il faut laisser passer des McLaren. Il n'interfère pas. Je trouve qu'il est classe. Et il n'est pas tenté par ce genre de choses ou pour je montrais un peu, allô boss, vous avez vu ce que j'ai fait? Bon, non, c'est pas ça. C'est justement, mais Lawson qui se fait... qui s'oublie un peu, c'est un peu dommage. J'aimerais pas que le championnat joue sur un truc comme ça. Un mot, Yann, sur ton regard justement sur Isaac Hadjar, et j'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu de ce que tu vois, toi, dans ce que fait Max Verstappen. Mais d'abord, Isaac Hadjar, toi, tu valides à 100%. 100%, 200, 300 même, tous les pourcents. Impressionnant. Impressionnant. Première saison en F1, il a eu une saison, c'est une saison magnifique en F2, il n'a pas été couronné malheureusement, même s'il méritait. Là, il est arrivé en F1, il a tout mis dans l'ordre. Il a commencé d'une manière où mentalement c'est dur. En Australie, tu remets un peu toute ta vie en question, toute ta carrière et tout ce que tu as fait de bien, il n'y a plus rien qui existe quand ce genre de choses arrive. Et le gars, à partir du 2e Grand Prix, boum, il est là. Il est toujours là. En qualif, tu peux tout le temps compter sur lui. Là, il se fait battre par son équipier pour une des premières fois de l'année. Parce qu'il se fait gêner, il y a un drapeau jaune dans son tour et il était en train d'améliorer. Mais le gars, il fait le taf. Franchement, il n'y a rien à dire. Et en course, il est là, il est régulier, il ne fait pas de boulettes. Franchement, le gars, je valide à 300%. Je ne sais pas ce que l'avenir va lui réserver et comment il va se comporter. Mais je pense que si lui n'y arrive pas, il n'y a pas un autre jeune candidat aujourd'hui qui est capable de le faire. Donc, on parle d'aller chez Red Bull avec Max Verstappen. D'être équipier de Verstappen. Donc si lui n'y arrive pas, il n'y a personne qui peut le faire. Donc au final, il est là au bon moment et il fera ce qu'il faut. On donne le sentiment de s'extasier sur Max Verstappen, sauf que tous les pilotes avec qui on parle, ils nous disent
là, j'ai employé le mot de super prédateur. Ça correspond bien à ce que tu ressens du bonhomme? Ouais, non, le mec c'est une machine de guerre. Depuis son plus jeune âge, il est formaté pour une machine de guerre et il a que la course en tête. Et ça, pour moi, c'est le plus gros truc d'un pilote ou d'un sportif, hein. C'est quand il a juste son seul objectif, c'est de dominer ce qu'il fait. Et de temps en temps, il y en a qui peuvent s'oublier ou on peut s'oublier en tant que sportif. Lui, il s'oublie pas. Il a la tête, il pense qu'à ça. Il pense que sport auto. Il se lève le matin, il pense sport auto toute la journée. Tu vois jamais un écart. Sa vie privée, tout le monde s'en fout. Lui, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'aller vite dans sa voiture de course. Et au final, ça marche. Le gars, c'est une machine. Il s'est jamais fait battre par un équipier. Tsunoda, il galère comme jamais, alors que lui, il est en train de gagner des courses. Il joue le titre. Tsunoda, il galère à marquer 1 point. Donc non, le mec c'est une machine de guerre, il est là tout seul face à 2 titans qui sont McLaren et il arrive à se battre avec eux, il est égalité avec une des 2 McLaren et il se bat pour le titre avec l'autre. Franchement, le mec c'est... Alors le seul truc c'est effectivement, il n'a pas cette pression du titre dans le sens où personne l'attend, personne lui en veut s'il gagne pas cette année. Il n'y a personne. Mais au final, lui, il s'en fout de ce que les gens pensent de toute façon. Ah oui, ça, il l'a montré. Le gars, il s'en cogne à 300%, mais d'un autre côté, quoi qu'il fasse, on ne peut pas lui en vouloir en fait. Stéphane. Il joue sa carte à fond. Alors, je rectifie même, c'est que pilote du jour 6 fois en tout, Verstappen, oui. Et il s'amuse comme jamais parce qu'il se permet de faire le meilleur tour en course. Dans le dernier tour, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 2 ans. Ouais. Ça veut dire que là, il est en mode je suis à l'aise. 2023, c'était l'orgie. Il l'avait fait plusieurs fois. Là, il le refait une première fois, alors que c'est pas le truc spécialement conseillé par les ingénieurs. Non, ils n'aiment pas trop ça en général. Et puis là où on voit quand même aussi que, alors c'est une course menée de bout en bout quand même, ce qui est assez remarquable, et là où on voit quand même qu'il est de retour, tu regardes le nombre de courses menées, en tête, Verstappen, 13 courses. Devant, Piastri et Norris, 12. Leclerc 5, etc. Et sur le nombre de tours menés, c'est pareil. Là maintenant, on commence à le voir avec insistance. Piastri encore en tête avec 402 tours menés, et Verstappen 391, devant Norris 371. Donc il devient le 2e homme du championnat réellement, ce qui est le cas. Et la petite anomalie, c'est Piastri qui vit encore sur ses stats des 2 premiers tiers de la saison. Et pour le reste, là, c'est Verstappen qui commence à émerger fortement. Attention. On voit en fait que ça s'est vraiment retourné sur cette fin de saison. Il reste 2 Grands Prix, Stéphane. Ça donne quoi, ces 2 Grands Prix? On entend dire que la McLaren, c'est la meilleure voiture sur les 2 derniers circuits. Ça donne quoi? Parce que c'est la même fin de saison que l'année dernière. Alors ça a donné quoi? Dans le paddock, il y a un consensus. Les 2 derniers circuits sont pour la McLaren. On verra bien parce que... il y a Monsieur Plus chez Red Bull qui est capable de faire la différence à lui tout seul. Mais quand on regarde un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière sur ces 2 derniers Grands Prix qui sont dans le même ordre, Qatar avec sprint et Abu Dhabi, la finale, eh bien Verstappen avait marqué 34 points, Norris 33 et Piastri 22. Sur l'ensemble des 2 week-ends. Des 2 week-ends, donc il n'y a pas un delta suffisant normalement pour Verstappen pour rattraper son retard. Mais alors ça, après... L'avenir nous dira ce qui se passera et l'histoire ne repassera peut-être pas les plats. Mais non, parce que ce qu'on évoquait sur le point de vue technique, que là maintenant McLaren est un petit peu embêté avec l'usure de son fond plat, si effectivement ils utilisaient ces patins là qui se dilatent un peu, et ils vont être embêtés. C'est la même problématique, même si le circuit change, c'est la même problématique au Qatar et à Abu Dhabi. Là, tu es une équipe de course aujourd'hui, là, tu as un problème comme ça qui est quand même un problème majeur parce qu'un manque de performance, c'est une chose, une disqualification, ça coûte bien plus cher. Donc là, je pense que le focus des McLaren arrivé au Qatar, ça sera un petit peu plus les runs de course que la perfo qualif tout de suite. Il va falloir surveiller. En plus, le problème au Qatar, c'est qu'il n'y a qu'une séance d'essai libre. Et après, l'après-midi, c'est tout de suite sprint. Donc là, pour eux, il y a un petit dilemme parce que bon, ils ont une tonne d'ingénieurs, ils ont le simu, ils ont l'IA, il y a plein de trucs qui les aident pour anticiper. Il y a plus de data sur le circuit de l'oseille que Las Vegas. Exactement, et surtout maintenant, ils vont quand même collecter toutes les datas de la course. Donc après la course, tu peux quand même récupérer des datas. Cependant, ils vont quand même mettre un pourcentage d'énergie en plus que ce qu'ils auraient fait en temps normal sur leur performance course, sur la hauteur de caisse course, et ça va un peu délaisser le côté qualif. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Il a évoqué en conférence de presse, Max Verstappen, il est revenu, on lui a demandé s'il avait des regrets, et il a parlé de cet accrochage qu'il avait eu, ce coup de volant qu'il a mis à George Russell à Barcelone, qu'il y avait coûté des points. Toi qui as l'habitude de faire un championnat en visant le titre, là, il s'est oublié.
c'est ce qui risque de lui coûter le titre. Quand on joue le titre, il n'y a pas une seconde où on peut se laisser aller. C'était un petit coup de tampon, c'était l'instant TCR. On s'en C'est souvient. ça. Et voilà, Eh il oui. s'est dit, oh, il y a eu une portière à faire là. Ouais. Voilà. Non, alors c'est clair que moi, clairement, ce qui m'a manqué les 2 années que je gagne pas le titre, c'est ça. C'est des courses en grille inversée où tu pars 10, un peu de précipitation, un peu de. On n'est pas à une course près, on n'est pas à 2 places près, et boum, tu te jettes, abandon Et ça ou passe pénalité. pas. Ouais. Et le problème, c'est qu'à la fin du championnat, des fois, tu te dis, au lieu de risquer 2 points et de faire une connerie, au lieu de prendre de la précipitation, manquer un peu de lucidité, eh ben, tu es un peu plus attentiste et patient, c'est des points de plus et tu fais un peu l'épicier. Le problème, c'est qu'à Barcelone, vu le début de saison qu'ils ont fait, lui, l'optique du championnat, elle était à des perdue. années-lumière. Hein. Donc lui, il s'est dit, moi, je joue ma carte, je fais des belles courses, je m'éclate un peu au final parce que c'est un peu, il peut pas être comme ça quand il joue le titre. Donc là, il s'est dit, voilà, c'est mon année blanche, je vais essayer de faire des coups d'éclat. Alors c'est sûr que là, maintenant, quand il revient en arrière, il se dit, punaise, il y a eu ça, ça fait plus 6, plus 4, plus 3. Oh mince, tout ça bout à bout, on y était. Mais les comptes d'apothicaire comme ça, a posteriori, c'est toujours facile. Hein. Est-ce que ça peut le sortir un petit peu de son état d'esprit, là, où finalement, voilà, c'est le super prédateur qui n'a rien à perdre. Là, le fait de calculer, on se dit, peut-être que ça va commencer à changer un peu sa façon de piloter, ou d'après toi, il va rester comme ça jusqu'au bout maintenant en se disant, on tente tout. Moi, je pense que ça ne change rien du tout pour lui. Alors, il l'a dans un coin de sa tête. À un moment, c'est sûr qu'il regarde la course de façon différente. Il se dit, OK, bon, de toute façon, lui, tout ce qu'il peut faire, c'est gagner. Mais je ne suis pas sûr que dans sa tête, à un moment, il est dans une position où il est quasiment obligé de gagner. C'est à lui de faire de la perfo, c'est pas aux autres. Hein. Les autres, eux, ils doivent juste assurer leurs arrières et minimiser les dégâts. Lui, il est obligé de faire de la perfo. Il ne peut pas se permettre de dire, oh, je vais essayer d'être prudent. Non, il est prudent, il ne va pas gagner. Donc il va continuer de faire ce qu'il fait et il va juste espérer qu'il y ait un petit déboire à un moment d'une McLaren. En fait, il est dans la meilleure position pour un pilote. Tu vas chercher la perfo c'est la meilleure absolue. position, mais c'est quand même pas celle qui. C'est pas la position où tu vas gagner, où tu as le moins de chances de gagner quand même. Hein. Certes, moi, quand je suis arrivé à Macao la semaine dernière, 34 points d'avance. 34 points d'avance, il en restait 75 à distribuer si tu mets tout bout à bout, mais il y a une grille inversée, donc on peut jamais gagner 2 courses en touring car. Mais d'un autre côté, mon équipier, lui, il était là-bas comme ça. Au pire, de toute façon, il avait perdu. Au pire, il gagne s'il m'arrive un déboire. Ouais. Et moi, je suis là en mode, punaise, la qualif, est-ce que je me mets comme ça? C'est Macao, il y a moyen de faire un châssis tous les 3 virages, donc qu'est-ce que je fais? Mais à un moment, tu peux pas changer ta façon de faire. Tu es obligé d'attaquer parce que c'est là que tu es le plus confort, quoi. Bon, en tout cas, on va voir s'il arrive à inverser ces 24 points de retard pour Max Verstappen. Et Yann Erlaché nous rappelait qu'en 2010, Sébastien Vettel avait 24 points de retard sur le leader du championnat à 2 Grands Prix. Et l'histoire, évidemment, c'est que Sébastien Vettel est allé chercher son premier titre. Et lui aussi n'avait jamais mené le championnat avant d'être champion du monde à la dernière course. On va s'intéresser au Qatar maintenant. Ça sera donc la prochaine étape. Ils doivent être en route maintenant, parce que c'est dès le week-end prochain. Et alors là, avec un nouveau format de course, Stéphane, ce Grand Prix de Qatar se négociera avec 2 arrêts. Peut-être qu'on peut faire les choses un peu plus logiquement, déjà donner Les horaires. déjà donner oui, c'est ça, le format du week-end. C'est un week-end sprint. Autrement dit, les horaires. Vendredi, essai libre 1. Alors ça sera à 14h30 heure française. L'après-midi, qualification du sprint. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas 2 séances pour faire les simulations C'est ça qui est le mieux. de course. À un moment, c'est ça. Voilà, les pilotes, ils sont 5 comme tours ça. de free practice pour tout le monde et ça part. 2 tours qualif. Le samedi matin, donc, la course sprint. Enfin, le samedi matin, non, ça sera à 15h. Ça dépend si on a fait la fête ou... Bon, bref. Ensuite, la qualif pour le Grand Prix samedi soir à 19h et le Grand Prix lui-même dimanche à 17h. C'est important ce que tu donnes. Je te coupe sur un détail. Course sprint, ça veut dire une séance d'essai libre. Donc, il n'y aura pas de nouveaux pilotes dans les voitures. Ça veut dire que Piastri donnera sa McLaren À Abu Dhabi. à Abu Dhabi. Et ça, c'est pas génial quand tu joues le titre mondial. Et à quel point, en plus, il a besoin de construire un week-end progressivement. On l'a vu avec des chiffres. Oui. Les précédents numéros des fous du volant. Norris, c'est à fond tout de suite. Et Piastri, c'est progressif. Il a besoin de construire. Hein. Ouais, il a besoin de construire. Donc ça, c'est Vrai je handicap. trouve, un mauvais timing de la part de McLaren. Ils en sont là, c'est comme ça. Chez Ferrari aussi, c'est pareil. Hamilton laissera sa Ferrari pour le dernier Grand Prix. J'imagine que c'est plutôt lui qui l'a demandé pour essayer de faire le plus de séances possible
pour apprendre le plus possible de la voiture. Mais je vois là déjà quelque chose qui est un handicap pour Piastri. Un de plus, on verra bien. Mais avec Sprint, effectivement, ça va être assez lourd comme week-end. Il ne faudra pas se couper. Je passe peut-être aux pneumatiques. Oui, oui, c'est oui. ça, avec la même offre. Alors sans surprise, C1, C2, C3, comme en 2024, avec un petit changement quand même important, c'est Deux changements de pneus obligatoires pendant le Grand Prix. c'est pas 2 changements de pneus obligatoires. Ah, alors. Non, c'est maximum de 25 runs. De Ah, 25 tours, tu as raison. Oui, tu as de raison. 25 tours par pneumatique. Oui. Et tu as raison. La nuance est importante parce que tu peux démarrer la course avec des pneus usés en 5 tours. C'est-à-dire que tes tours ont déjà fait 5 tours, donc tu peux en faire que 20 pendant la course. Tu as raison. Donc ce sont des choses qui seront à calculer pendant la course. Et j'imagine que chaque équipe saura exactement le nombre de tours dans chaque pneumatique usée, utilisée par la concurrence. Ah oui, ça c'est sûr. Pour calculer les jeux de stratégie, etc. Donc là, il y a vraiment une partie d'échecs qui se met en place. Je trouve ça assez passionnant. Mais par contre, ce qui est assez bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça comme ça maintenant? Alors, je pense savoir un petit peu pourquoi. Je ne sais pas si tu te souviens, au Qatar en 2023, Oui. on avait même eu 3 arrêts au stand au Grand arrêts Prix. au stand, c'était 18 tours maxi Voilà. autorisés. Parce qu'ils avaient peur sur la durée des pneus. Ça avait donné un Grand Prix assez incroyable parce que là, pour le coup, les pilotes, ils faisaient 18 tours qualif. Ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens de la tête des pilotes à l'arrivée du Grand Prix. Et on aurait dit ma grand-mère, hein, ils étaient bien fatigués. Là, il y avait une raison, objectivement, c'était qu'il y avait un problème de bordure dans les virages 12 et 13 qui était assez agressif et qui entamait en fait même la structure du pneu, qui mettait en danger la structure du pneu. Pirelli, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin la veille de la course, parce que il s'était fait peur. Je ne sais plus si c'était pas disputé le samedi, donc c'était peut-être dans la nuit. En tout cas, la veille. La veille, dans la nuit, ils avaient dit maxi 18 tours. Et là, on passe à 25 tours maxi sans raison objective, je pense, parce que l'an dernier, c'était un pit stop. Et là, on a les mêmes pneus cette année, les mêmes types de pneus, C1, C2, C3. Donc, je me demande si on n'est pas en train, spectacle, et puis en train de tester un petit peu la proposition sur la table pour la plupart des Grands Prix l'an prochain, c'est-à-dire 2 arrêts obligatoires. Je trouve, alors j'aimerais bien avoir l'avis de Yann. En fait, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais je trouve qu'en fait, il faudrait jouer aussi sur le panel des pneus qu'on propose et vraiment ouvrir complètement la fenêtre, c'est-à-dire vraiment mettre des pneus, si tu veux mettre des pneus assez durs parce que le circuit est abrasif, mais ne pas hésiter à mettre une dernière option de pneus beaucoup plus tendre que les autres en te disant il y a peut-être une équipe qui va choisir de rouler 2 secondes et demie plus vite autour que les autres, s'arrêter plus souvent. Moi, je trouve que ça donnerait vraiment un truc à la course, non? Alors, ça donnerait un truc à la course, mais ça serait sur des paris. Sur des paris de safety car. Parce qu'au final, quand ils ont les pneus, ils savent exactement les chronos possibles. Et au final, ils ont tous une trame de stratégie qui se ressemble. On voit très rarement des paris fous, à part quand il y a un événement comme un safety car très tôt ou ce genre de choses. Sinon, ils sont quand même tous sur la même trame, à part quand il y a des undercuts. Sinon, au final, il y a une trame idéale, et ça, c'est souvent calculé soit par les stratégistes avec un peu de l'aide de l'IA, etc. On ne peut pas trop s'en éloigner. Après, c'est sûr que si on fait des grosses différences en termes de compound, peut-être qu'on pourrait. Ou en obligeant plusieurs stops, comme ils vont le faire là. Mais alors, on a plusieurs choses. On a des choses variées. L'an dernier, c'était médium puis dur. On était sur un arrêt, donc 2 relais. Cette année, ce sera peut-être 2 médiums et un dur probablement, sachant qu'en 2021, alors ça c'était quand même une autre réglementation, mais Hamilton avait fait médium, dur, médium. De toute façon, on ne verra pas, je pense, le pneu rouge en course dimanche, à part si c'est vraiment une offre, un arrêt gratuit à 8 tours de la fin, etc. Ouais. Tout à fait. Moi, ce qui me gêne juste dans ce découpage, c'est que tout le monde va faire à peu près la même chose en même temps. Déjà sur la séquence médium dur, médium ou médium, médium dur, tout le monde sera OK là-dessus. Tout le monde saura qu'il faut s'arrêter à peu près au même moment et on aura des réactions en chaîne, tentative d'undercut, donc celui qui est menacé rentre. Et on a des jeux de dominos comme ça. Et surtout quand on a 2 arrêts, en fait, ça donne 2 chances de faire l'undercut, donc d'imaginer des choses. Et là, les pilotes, alors si c'est des relais qui sont courts, ils vont attaquer à fond quand même, mais on en vient trop quand il y a 2 arrêts qui sont quasiment sûrs sur une politique imposée de stratégie où on mise d'abord sur l'undercut. Alors on ne bouge pas trop et on essaie de piéger l'autre
en arrêt au stand et ça risque au final de donner une course pas très intéressante. On verra, c'est ce C'est qu'il y le a eu risque. cette année à Monaco. Stéphane, on avait aussi évoqué les gilets réfrigérants. Là, apparemment, ça ne sera pas le cas. Moi, j'ai regardé la météo, ils annoncent 26 ou 27 degrés dans, Oui. dans l'air. Tu as déjà essayé, toi, des gilets Ouais. réfrigérants? Ouais. Ça marche vraiment C'est bien? efficace. Alors, c'est Parce efficace que dans en- les habitacles fermés, ça doit bien chauffer aussi. Ouais, hein. ça chauffe bien. Alors, c'est efficace, même quelques degrés au final avec la transpiration, etc. Ça aide beaucoup. Et gagner 5 degrés sur une température de corps et sur une température de l'atmosphère, ça fait une Et grosse sur la différence. longueur d'un Grand Prix, parce que c'est des épreuves qui C'est sont longues énorme, hein, mais par un rapport circuit à vos comme le courses. Qatar, c'est un enfer. Ouais. Ça fait que tourner. Tu as une petite ligne droite, mais tu peux pas faire grand-chose. C'est la seule opportunité de dépasser. Et tout le reste, c'est que des combinés où tu en enchaînes un, deux. Et comme on l'a dit, avec des vibreurs qui sont très, très dérangeants pour les voitures, où de mettre sa roue à 10 cm près, on peut bottomer et perdre la voiture. Où on peut abîmer un pneu, donc là c'est compliqué. C'est un circuit compliqué. Bah, justement, tu nous décris, qu'est-ce qu'il faut comme voiture là comment est-ce qu'il faut les grandes lignes de ce dont on a besoin sur une F1 pour bien rouler au Qatar? Alors il faut une voiture avec il faut pas mal d'aéro parce qu'il y a quand même beaucoup de virages moyens rapides qui s'enchaînent et qui sont tous combinés au final. En termes de Vmax, il y a pas besoin de grand chose. Le seul problème c'est que comme c'est quand même un circuit qui nécessite pas mal d'aéro, c'est un peu contradictoire avec se suivre en course. Et c'est pour ça que les courses, elles peuvent être un petit peu chiantes, dans le sens où c'est dur de rouler proche d'un autre pilote, à part si on est sur des stratégies complètement différentes et qu'il y a un gros delta de perfo. Donc pour moi, c'est d'avoir l'aéro et surtout énormément de précision. Il faut que le pilote il ait un vrai feeling. Et après, c'est même pas trop en termes de voiture ce qu'il faut, c'est qu'il y a énormément de changements de conditions. Il y a souvent un peu du vent au Qatar. C'est une piste qui est vraiment au milieu de rien. Il y a zéro relief autour. Et il y a énormément de vent et que du sable. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça s'arrête de rouler, il y a du sable qui revient sur la piste, donc les conditions elles changent. La piste elle fait que ça, il y a une grosse évo-piste en qualif. Donc ça c'est le genre de choses qui est difficile à prédire. Et en dehors d'une voiture efficace et parfaite, il faut surtout avoir un bon timing en qualif. Il faut être là au bon moment, il faut sortir dans le bon paquet. Et souvent le dernier en piste, alors comme souvent, mais surtout là-bas, ça a encore plus d'importance C'est lui d'être qui le aura dernier raison. en piste. Ouais. C'était passionnant, sincèrement. Et je crois qu'on est arrivé au bout. On retrouvera Yann Erlaché sur l'antenne d'Eurosport. Alors là, sur le résumé de Macao, que je vais d'ailleurs commenter là, dans les prochaines heures. Et donc, ça sera diffusé sur Eurosport dans les prochains jours. Sinon, rendez-vous le 6 décembre pour le premier e-prix de la saison. Ça sera à Sao Paulo. Tu seras avec Fabien Gérard, qu'on salue. On a mentionné les deux petits Français qui ont gagné à Macao, Oui, mais il faut tout à quand même fait. mentionner Dorian Pain qui a gagné aussi en Formula Série, donc en F1 Academy. En F1 pardon. Academy. Quoi Et j'aurai un petit bonus track aussi pour toi, Gilles, si tu as terminé ou Oui. si tu es sur le point de terminer. Oui, vas-y, je t'écoute. Les dernières petites infos sur le Qatar, c'est les 5 places de pénalité de Bortoleto Ah pour oui. son coup de tampon sur Stroll. Alors ça ne changera pas grand-chose. Enfin, quoique, il est parfois très bien qualifié, Ouais. donc ça peut Oh, avoir il y une avait importance. préjugé là dans le. Comment ça c'est genre, des fois il fait des Q3. Oh. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, on est un an après la petite bisbille, Verstappen, Russell. Verstappen qui fait la pole, mais qui a gêné Russell en qualif et qui perd une place sur la grille, qui donne sa pole position à Russell. Mais alors un petit conseil dimanche, c'est vous ouvrez le poste, vous regardez le premier tour, et puis après vous fermez, vous coupez, puisque en 3 éditions du Grand Prix du Qatar, le vainqueur a dominé tous les tours. Donc c'était réglé. Voilà. Et chose aussi importante, ça ne vaudra peut-être pas le coup de couper, il faudra peut-être regarder jusqu'à la fin parce que Norris peut être champion du monde quand même. Eh oui, Alors, il a 24 points d'avance, t'as dit, sur Verstappen. Ouais. Il n'y a plus qu'une course après qui marquera 25 points, donc il doit gagner un point finalement. Exactement. Donc, on peut imaginer un scénario Verstappen-Norris le samedi. Alors, en course, un abandon de Verstappen, Norris qui marque 8 points, et après, il lui faut juste une deuxième place, et il aura ce qu'il faut pour être champion du monde. À quelle heure on rallume le poste du coup? Parce qu'il aura... Mais alors t'éteins jamais ton poste, tu changes, tu vas sur Eurosport. parce que c'est peut-être une question de deuxième place, de plus grand nombre de deuxième place qui jouera, peut jouer, quoi qu'il arrive, en cas d'égalité. Mais Norris, champion du monde, c'est un cas de figure. On a parlé de Verstappen qui a encore toutes ses chances, mais celui qui a la main sur le championnat encore,
Norris, Tu ouais, fais c'est bien de vrai. le mentionner. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner parce qu'on peut sacrer Lando Norris dimanche soir. On a une toute petite dernière info à vous donner. On a été très très bavard aujourd'hui. Un petit correctif. On avait dit une petite Oui, bêtise tout sur à les fait. distances. Et on l'a signalé bien gentiment. Voilà. Effectivement, sur Merci le run. beaucoup à tous ceux Tout à qui nous fait. l'ont fait Les remarquer. runs les plus courts de la saison, c'est Bakou juste devant Monaco. Et j'avais dit Mexico, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était marqué noir sur blanc. Bon, donc dont acte, corrigé. Et merci à vous d'être aussi vigilants. Et effectivement, on est preneur de ces remarques. correctifs, Ouais, de ces ouais, remarques pas de problème. qui sont toujours constructives. Voilà, cette fois on a tout dit. On va remercier Adrien Yo à la technique et Et Quentin Guichard. Quentin Guichard au graphe. Ouais, c'est-à-dire à tous les panneaux et toutes les statistiques qu'on peut vous proposer qui habillent. De nouveau, merci beaucoup à Yann Erlaché Merci à d'être vous, venu merci avec à vous, nous. les gars. On Merci. était très contents. Et puis, on se retrouve vite parce que maintenant, le prochain Grand Prix, c'est dès ce week-end. Et nous, exceptionnellement, on sera ensemble pour les Fous du Volant lundi prochain. Donc, on gagne un petit peu de temps, on grappille. On se retrouve dans 6 jours. Vous imaginez ça? Ça sera un bon format, ça. Et d'ici là, Stéphane, On coupe on coupe le contact.